Alors aujourd'hui, on est là pour présenter un petit peu les actions de la jeunesse engagée dans la lutte contre les changements climatiques. Donc effectivement, en plein cœur de la COP22, attendu comme étant la COP de l'action, c'est quelque chose d'approprié étant donné que on a entendu de nombreux débats avec l'accord de Paris qui enfin est attendu comme le premier accord universel juridiquement contraignant sur le climat. Et pourtant, d'ores et déjà, un manque d'ambition de la part des États est affiché. Et dans ce cadre, la participation de la société civile est un relais indispensable en fait, pour traduire l'ambition de la communauté internationale et peut-être réduire ou du moins participer à combler l'écart entre les objectifs et les réalités pour atteindre les grands objectifs fixés au niveau international. Et donc la jeunesse, plus que tous, doit être engagée et doit comprendre les enjeux qui sont les nôtres, puisque nous serons les relais pour les générations à venir et nous devons continuer l'action qui est menée aujourd'hui et la faire perdurer et même réussir, puisque aujourd'hui il ne s'agit plus que de mots simplement, mais bien de faits qui doivent être traduits pour réussir à engager nos sociétés vers des modèles de développement et de production, de consommation plus durables et résilients, afin d'assurer tout simplement, ni plus ni moins, et déjà à notre jeune âge, un avenir qui soit durable pour nos enfants, donc pour les prochaines générations. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de deux autres. Donc, premièrement, moi je suis de l'association Énergie 2050. Je m'appelle Antoine et je suis en présence de deux camarades qui font partie également d'associations françaises en l'occurrence, mais avec une vocation internationale pour Climate et un réseau d'étudiants français engagés pour le développement durable pour le REFED. Du coup, très rapidement, je vais faire une petite présentation de Énergie 2050 et puisque le temps est réduit et que parfois des images valent mieux qu'un long discours, je vous propose de regarder une petite vidéo de présentation qui a été réalisée par notre équipe dans le cadre de la COP22. Voilà, suite à cette petite vidéo introductive, je vais présenter quelques-unes des actions d'Énergie 2050. Donc à savoir que Énergie 2050 est une association de droit français, mais qui travaille à l'international et qui a des partenaires dans plus de 50 pays, donc de 50 nationalités différentes, et qui mène des projets concrets dans plus d'une vingtaine de pays, que ce soit aussi bien au nord qu'au sud.
et que, entre autres, parmi nos activités, la formation, la sensibilisation, que ce soit des citoyens, donc que ce soit les jeunes ou les adultes, fait partie de nos problématiques principales. En fait, on est engagé aussi bien sur l'accompagnement des pays. Donc, par exemple, pour rentrer dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui, on a accompagné 7 pays africains dans l'élaboration de leur contribution prévue déterminée au niveau national, donc INDC, qui était préalable à l'accord de Paris et qui aujourd'hui, avec l'article 3 et l'article 4 de l'accord de Paris notamment, doivent être traduites en contribution déterminée au niveau national. Donc passer de plans prévisionnels à des plans d'action concrets. Et cette logique en fait d'accompagnement au plus haut niveau, nous désirons la décliner donc au niveau local à travers la sensibilisation des acteurs primordiaux à la lutte contre le réchauffement climatique, puisque au-delà des États seulement, effectivement, c'est bien de l'avenir de notre planète dont il est question, donc de l'ensemble des individus, dont les citoyens et les jeunes en particulier, qui doivent prendre conscience de l'urgence à agir et avant toute action qui soit efficiente, effectivement, comprendre les enjeux est une question qui est primordiale pour mettre en œuvre des programmes qui soient les plus efficients possibles. Du coup, nous sommes engagés notamment en Europe, à travers des projets financés par la Commission européenne dans le cadre d'Erasmus. Je peux citer une initiative qui s'appelle Citizens for Energy Transition, dont je pourrais vous montrer la brochure tout à l'heure pour avoir un petit peu plus de détails, en fait, qui vise à la sensibilisation des jeunes à la question climatique, sous le prisme de la transition énergétique notamment, mais qui est évidemment considère des nexus entre les différentes problématiques, puisque la question énergétique ne peut pas être réduite à l'énergie tout simplement, mais bien prendre en compte toutes les composantes du développement, donc comme on pouvait le voir tout à l'heure, notamment l'accès à l'eau, les bâtiments, les villes, bref, un ensemble de composantes qui sont inhérentes à une réelle transition, puisque parler de changement climatique en fait impose de prendre en compte l'ensemble des sphères du développement. Alors ceci est un premier point. Au-delà de ça, nous faisons évidemment nous avons des objectifs de sensibilisation pour comprendre les enjeux. Alors toujours dans cette logique verticale du plus haut niveau jusqu'au local. Nous avons cette année, Énergie 2050 a été responsable de la rédaction du guide des négociations sous couvert de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que du résumé pour les décideurs. Donc un guide très technique qui résume l'ensemble des enjeux et des réussites permises par l'accord de Paris, mais également des nécessités de faire perdurer l'action pour que la COP22 soit une réussite. Et à la suite de cela, nous avons voulu décliner ce guide qui est extrêmement technique, donc prenant en compte notamment les questions des organes subsidiaires de mise en œuvre, la réalisation permise d'un point de vue juridique, aussi quelques lacunes, qu'est-ce qu'on peut espérer. En somme, un ensemble d'enjeux qui sont très complexes à décrypter pour les citoyens et pour lesquels en fait, un citoyen lambda, si vous me passez cette expression, peut vite être découragé et en fait même pas avoir envie de comprendre les enjeux. Et donc nous avons choisi pour la COP22 de faire un décryptage à vocation citoyenne, donc un guide pour les citoyens qui décrypte les enjeux du changement climatique et notamment dans le cadre des négociations onusiennes, donc sous couvert de la Convention 4 des Nations Unies pour le changement climatique. Ce document est en téléchargement sur notre site et nous vous invitons donc si vous le désirez à aller le consulter. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir un accès qui soit assez donc transparent, c'est bien notre objectif, mais en même temps simplifié et qui permette d'une manière plus facile d'atteindre les enjeux qui sont sous couvert de ces grandes conférences au niveau international. Et aussi, nous avons désiré expliquer un petit peu mieux le processus du changement climatique, donc au-delà de ces sphères politiques, juridiques,
également avoir une approche scientifique, et c'est bien là l'objectif de la transparence, c'est de comprendre l'ensemble des enjeux avec une vision claire et ne pas céder à la facilité de renier tout ce qui peut être mis en place, même si effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il reste encore à combler un déficit d'ambition de la part des États. C'est déjà une grande réussite qui est permise en ce moment même et nous continuons l'action pour que ces réussites deviennent réelles. Voilà, pour une première chose. Également, là on parle des conférences pour les changements climatiques, mais en 2015, au-delà de l'accord de Paris, il y a également une réussite internationale provenant des négociations internationales sur le développement durable qui a été permise avec les objectifs de développement durable. Donc, et ça, c'est également un des deux guides qu'on a voulu décrypter pour les citoyens pour permettre de comprendre également quelles sont les autres réussites permises lors de l'année 2015 au niveau international et quels sont les enjeux pour les citoyens. Donc là, si je ne m'abuse, et peut-être que mes camarades me reprendront, je crois que c'est l'objectif de développement durable numéro 13 qui traite de la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, des nexus en fait sont mis en place puisque il y a 17 objectifs accompagnés de 169 indicateurs qui assureront, on l'espère, le suivi de la mise en œuvre. Et là aussi, puisque c'est une réussite de l'année 2015, un travail devra perdurer pour affiner, pour assurer le suivi de la mise en œuvre, toujours sous la logique de la transparence. Mais voilà, ces 17 objectifs de développement durable qui peuvent sembler un petit peu complexes à décrypter, nous avons désiré les replacer dans un cadre des négociations, donc comprendre comment le développement durable mais aussi la lutte contre les changements climatiques s'est inscrite dans une logique de durée à travers de nombreuses années. Donc pour le cas de la lutte contre le réchauffement climatique depuis 1992, avec la création de la CNUC, de l'UNFCCC. Et également décrypter les enjeux des objectifs de développement durable et quels seront donc à travers un contexte toujours, comme pour le cas de la lutte contre le réchauffement climatique, un contexte qui est scientifique mais aussi avec des données claires, c'est-à-dire comprendre pourquoi est-ce que ce type de programmes sont mis en œuvre. Voilà, toujours avec cet objectif de décrypter pour le citoyen et donc pour la jeunesse. Il y a également un effort qui a été fait sur l'iconographie pour que d'un bref coup d'œil on puisse avoir accès à des données claires, simplifiées et ne pas se perdre dans des textes qui parfois découragent. Et même moi personnellement je suis juriste et lire l'accord de Paris, même s'il ne fait que 40 pages, pour certains articles ça peut être très lourd et en fait on a juste envie d'arrêter de le lire alors que pourtant des informations essentielles doivent être comprises. Et donc voilà, c'est un des objectifs que nous avons voulu mettre en place pour cette COP22, en fait, d'assurer pour le citoyen et donc pour la jeunesse aussi un accès clair à l'information simplifiée. Voilà, pour une petite présentation de quelques petites actions. Je ne sais pas si il y a déjà quelques questions à ce propos, si vous avez besoin d'un complément d'information. Je vois que le public est divers. Monsieur ? Alors, merci pour votre exposé qui est vraiment très intéressant. Moi, je suis... Moi, je suis ingénieur, membre d'une association de l'environnement, d'une association marocaine de l'environnement et du développement durable. Donc, moi, je tiens à dire que la jeunesse en elle-même est une énergie. Donc, il faut qu'on soigne cette énergie et qu'on l'accompagne pour, par exemple, les gens, l'ancienne génération doivent quand même accompagner et guider et orienter en quelque sorte en synergie la jeunesse. Comme ça, cette jeunesse ou bien cette énergie, comme vous avez appelé, moi je l'appelle énergie.
la jeunesse est une énergie et cette énergie elle doit persister et doit continuer à lutter contre le changement climatique et contre tous les méfaits de l'homme. Et je vous remercie. Oui, moi je viens du Cameroun. Je suis directeur d'un grand centre de jeunesse. Nous travaillons dans l'aspect religieux et nous avons un actif de presque 4 millions de jeunes que nous couvrons jusqu'ici. Ok, la question des changements climatiques est au cœur de nos préoccupations et quand vous rentrez dans la plateforme de nos activités, il y a pas mal d'activités que nous envisageons. On a pu faire certains avec nos moyens, bon, de toutes les façons, mais maintenant on est en train d'envisager d'autres. Pour nous, on a compris qu'il n'est pas question de peut-être amplifier des activités qui à un moment ne seront pas maîtrisées par la jeunesse. Mais on est dans la phase maintenant de la simplification des actions pour que la jeunesse s'approprie. Alors, pour revenir à ce que vous faites, franchement et humblement, je m'incline devant la pertinence du travail qui est fait jusqu'ici. Ça, il faut le dire. Ça, c'est un travail fort respectable. Mais maintenant, quand on parle du guide, vous avez dit qu'il est très technique. Alors, il faudrait bien que la jeunesse de tous bords s'approprie de cet instrument. Et quand on dit s'approprier, ça veut dire qu'il faudrait bien que vous ramenez ça afin qu'il soit accessible, que ce soit le jeune de la campagne, de la ville, qui soit accessible. À côté de cela aussi, il faudrait bien qu'on pense, ça c'est le défi que nous avons et c'est un projet que nous sommes en train de envisager, ce qu'on appelle un guide d'édification sur la lutte contre les changements climatiques qui ne sera que l'apanage des best practices, je ne sais pas comment on appelle, des modèles qu'on écrit avec un français très simple au point que le jeune de la brousse, le jeune de la ville, le plan, il peut s'impliquer dans la lutte contre les changements climatiques. Merci. Alors, je vous remercie pour vos interventions respectives. Je vais essayer de répondre aux questions. Donc, si je compte bien, 3. Alors, la première de monsieur, continuer l'action en fait de la part des jeunes et aussi faire en sorte que les anciennes générations puissent accompagner les jeunes en fait dans cette dynamique qui est lancée et qui doit être reprise par les jeunes. Donc là, je vais me dédouaner derrière quelqu'un qui pense sans doute mieux que moi à mon jeune âge. Je vais citer un grand sociologue français. Je vais citer Bourdieu en fait, qui dit que pour la conformation sociale notamment, il y a 3 étapes. Donc, la première, la jeunesse, la famille, donc effectivement les générations anciennes qui nous transmettent des valeurs et qui doivent perdurer de la part des jeunes, mais qui déjà sont appropriables et appropriées d'une certaine manière par les jeunes. Donc on reçoit un passé, mais on en fait ce qu'on veut. Ensuite, il y a l'école, donc l'institution. Une deuxième composante. Et enfin, il y a l'environnement social. Comment est-ce qu'on évolue dans cet environnement social? Donc en fait, on se rend compte que effectivement, les anciennes générations sont au cœur de l'accompagnement de la jeunesse, mais que c'est bien nous qui devons à un moment donné nous approprier les enjeux et les faire perdurer, mais également avec notre propre conscience. Donc, c'est-à-dire en prenant en compte aussi les nouveaux enjeux qui sont les nôtres, pas seulement perdurer dans des anciennes actions, donc bien continuer à être dynamique, à renouveler les actions en les faisant perdurer. Donc j'espère qu'à notre niveau, nous serons à la hauteur du défi que vous nous lancez et on travaille pour ça. On travaille pour ça. Et merci, bon courage, il en faudra je crois, mais en même temps les générations présentes aussi devront en avoir et les générations futures, mais la dynamique est lancée, on l'espère. Ensuite, pour répondre à monsieur, vous parliez de... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la dernière question que vous avez posée? La question c'était, est-ce qu'il y a une possibilité à côté de ce Ah oui.
Alors, monsieur disait en fait, il y a eu, alors je m'excuse d'abord s'il y a eu une petite confusion dans le discours. En fait, monsieur disait que nous avions élaboré un guide très technique. En fait, nous avons élaboré un guide très technique, mais celui-ci a l'intention des négociateurs et des décideurs sous couvert de l'Organisation internationale de la francophonie. Par contre, à partir de ce guide, donc très technique, nous avons choisi de décliner ce document avec un décryptage citoyen. Donc là, ce deuxième guide, qui est autre que celui technique, fait justement un effort de vulgarisation, de simplification pour une appropriation complète de la part des citoyens. Et également, alors il y a deux guides. Il y a un guide à vocation citoyenne sur les changements climatiques et un second guide sur les objectifs de développement durable. Donc deux réussites permises par l'année 2015. Également, dans l'un et dans l'autre, nous avons en fait, alors pour les objectifs de développement durable, et je vous invite à aller le voir, c'est assez bien fait et c'est très intéressant. Les Nations Unies ont mis en consultation un guide pour les paresseux qui désirent changer la planète. Donc là, c'est la troisième question que vous posiez, c'est-à-dire un français simplifié et comprendre également comment est-ce que nous, au quotidien, à travers des actions simples, pouvons répondre aux grands enjeux de la communauté internationale. Donc voilà, les solutions existent. C'est des choses très simples, comme le recyclage, enfin voilà, des choses, la consommation d'énergie, choisir de consommer localement, bref, des choses très simples en fait qui sont accessibles à chacun d'entre nous pour une action concrète au quotidien et qui parfois sont négligées parce qu'on ne se rend pas compte en fait de l'importance de ces actions. Mais comme je le disais tout à l'heure, les États avancent dans une dynamique qui est importante et intéressante, mais aujourd'hui il y a 197 parties à la Convention 4 des Nations Unies, 196 États et l'Union européenne. Par contre, il y a 7 milliards d'individus sur Terre. Donc les petites actions de chacun en fait sont très importantes au-delà de la dynamique internationale qui est lancée par les États et qui est à la base de l'action. Bon, je fais court, mais voilà, sachez qu'il y a également un décryptage de ces enjeux et que nous avons voulu nous réapproprier ce guide pour les paresseux et qu'également dans ces deux guides, il y a un accès simplifié à l'information, à savoir comment est-ce que chacun peut s'impliquer au quotidien dans des petites actions. Maintenant, je suis désolé, mais avec le débat, ce qui était pourtant fort intéressant, on a un petit peu dépassé le temps et je vais passer la parole à mon camarade de Climate, du coup, pour nous présenter ces actions qui sont elles aussi très concrètes et qui permettent à chacun de s'approprier les enjeux internationaux à travers une démarche quotidienne. Bonjour à tous, merci. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Alors moi je vais essayer de vous parler donc très rapidement si j'ai bien compris parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps et je vais laisser de la place aussi au REFED de Climate. Donc Climate c'est un laboratoire d'idées et d'actions qui s'est créé il y a 5 ans. À la base il s'est créé sur une frustration. Il s'est créé sur la frustration finalement de la COP de Copenhague où à Paris il y a une simulation qui a été organisée. Des jeunes se sont engagés pour essayer de revivre un peu ce qui s'était passé à Copenhague et voir si on ne pouvait pas trouver d'autres solutions. Et dans les faits, ils sont arrivés et finalement ils ont fait face au même problème. Ils ont fait face finalement à la même frustration. Et à partir de là, on s'est demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas apporter une perspective jeune, internationale, et qui combine différentes disciplines, entre des personnes qui travaillent dans l'agriculture, d'autres qui font de la sociologie, d'autres qui sont simplement engagés sur le terrain, pour en faire un réseau qui soit efficace et qui permette de sensibiliser des jeunes, tout en faisant des actions aussi sur le terrain. Et alors du coup, ça a évolué sur 3 aspects. Le premier aspect, ça a été finalement de créer des outils de simulation pour donner les clés justement aux jeunes des négociations climatiques. Donc c'est des formats en fait où pendant 2 ou 3 heures on fait une formation et ensuite les jeunes prennent la place des négociateurs et simulent ici une COP avec le projet COP in My City, ici une crise caniculaire dans une ville où il faut prendre beaucoup de décisions sur la gestion de la ressource, sur la gestion de l'agriculture, sur la gestion du réseau électrique et il faut prendre des décisions en période d'urgence et là on se demande finalement, voilà, j'ai des ressources qui sont contraintes, j'ai une situation de crise, comment je gère ma ville en tant qu'acteur, en tant que citoyen, en tant que représentant des agriculteurs, etc., etc. Ça a été un premier point. Ce point, on a essayé de le transformer en un point aussi qui menait vers des actions ensuite. Donc ça, c'est une partie vraiment sensibilisation, simulation, et on a ajouté une partie action, qui est celle de conclure finalement la simulation en faisant un travail direct sur le terrain de nettoyage, d'engagement sur les énergies renouvelables, etc. Donc ça nous a permis de toucher beaucoup de personnes parce qu'on travaille en open source. Donc en fait, on va pouvoir donner les clés d'une simulation à des gens qui travaillent notamment au Népal, au Mali, etc. pour qu'ils puissent organiser eux-mêmes leur simulation. Ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, on est présent
dans une quarantaine de pays avec à peu près 300 membres actifs, avec un gros pôle au Mali et un gros pôle au Népal notamment, en plus du pôle français. Et ça a permis ça a été aussi alimenté par un travail de recherche, parce qu'on se disait, finalement on est jeune, on a ces enjeux-là, alors on n'a pas les moyens financiers d'un grand groupe, on n'a pas les moyens financiers d'un think tank, mais on a quand même envie de chercher là-dessus parce qu'on a envie de se créer nos propres idées. Donc en créant nos propres idées, on s'est dit, voilà, ce ne sera pas forcément un très long rapport, ce ne sera pas vraiment, mais au moins ce sera nos propres idées, on y aura réfléchi, et ensuite quand on fera une simulation, on saura un peu de quoi on parle. Et ça a été très important pour nous parce que en ayant une approche multidisciplinaire avec des jeunes qui sont très différents dans les milieux, on a pu avancer en fait sur ces questions-là. Et alors je vais vraiment passer très rapidement, je ne sais pas où on en est. Ouais, dans ce cas-là, je vais laisser la parole à Antoine. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Alors merci Martin pour cette intervention rapide. Et du coup, sans plus attendre, je vais passer la parole à mon camarade du REFED du coup, pour qu'il présente ses actions. Bien, visiblement, le temps nous manque. Tout le monde m'entend ? Le temps nous manque, donc je serai vraiment très bref. Normalement, j'avais un petit PowerPoint, mais visiblement, l'organisatrice en face de moi ne comprend pas qu'il faut l'activer, mais c'est pas grave. Donc, le REFED, c'est le réseau français des étudiants engagés pour le développement durable. C'est la réunion de plus d'une centaine d'associations, essentiellement sur les établissements supérieurs. On a des associations qui viennent des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des universités, ce qui fait qu'on a une pluralité d'actions. Ça, c'est une très bonne chose, on est diversifié. Alors, on a deux objectifs qui sont de très grands objectifs. Avoir 100% d'étudiants sensibilisés et engagés pour le développement durable et avoir 100% de campus durables à terme. C'est un objectif qui est grand, mais sans lequel on ne pourra jamais aboutir à de réels objectifs, de réelles réalisations. Il faut avoir des grands objectifs pour faire ensuite des grands résultats. Concrètement, comment on fait ? On a 3 points. Rassembler, former, porter la voix. Ça, c'est important. Le réseau est constitué d'associations qui sont plus ou moins grandes. Une petite association a beaucoup de difficultés à se faire entendre. Quand elle passe par un réseau, non seulement elle peut échanger, partager, mais elle peut aussi avoir plus de poids. Alors, sans plus attendre, je vais parler des différents projets qu'on fait. On a mis en place dans les restaurants universitaires des repas végétariens, végétaliens. On a favorisé l'économie circulaire avec la récupération, le tri. On a également, avec l'exemple de l'université Paris-Dauphine, mis en place un projet zéro déchet. Techniquement, c'est assez compliqué d'en parler pendant longtemps, mais l'idéal, c'est dans ce projet, c'est d'établir le processus de tri après, mais aussi donc en aval, mais aussi en amont, car le meilleur déchet, vous le savez tous, c'est celui qu'on ne produit pas. Et ça, c'est important. Le but, c'est de repenser nos modèles, nos économies, nos sociétés. Si ce projet est mené à terme et fonctionne correctement, il sera étendu ensuite au niveau national. On a également des formations. Je pense à la formation métier du développement durable, des actions locales, Éturécup à Bordeaux. Enfin des conférences. On était hier en zone bleue, en visioconférence avec nos amis de Paris pour leur expliquer ce qui se passe à la COP, quels sont les enjeux. Enfin, on a pour la COI 12 et la COP 22 un partenariat avec un média européen, Café Babel. On va écrire des articles et faire des interviews de manière à ce que les gens du monde entier, et pas seulement les accrédités pour la COP, puissent savoir ce qui se passe ici, puissent comprendre quel est le mécanisme mis en œuvre. Toujours dans notre optique qui est celle de rassembler, d'écouter, porter la voix. Pour conclure, mon ami d'Énergie 2050, que je remercie chaleureusement pour son invitation, cité Bourdieu, je partirai pour ma part avec une citation d'Albert Einstein qui disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. » Merci. Alors je te remercie beaucoup Théo et bravo pour avoir élevé le débat en citant Einstein. C'est excellent. Et je nous souhaite autant de réussite dans notre créativité et je vois que la dynamique est lancée et en tout cas c'est bien ça qui compte aujourd'hui pour traduire les objectifs de la communauté internationale en réalité et la jeunesse est engagée. Je vous remercie pour votre attention
et nous pouvons continuer les débats en dehors de cet espace de conférence.